Cette vidéo est sponsorisée par Oli. On en parle juste après ça. Deux, c'est le nombre de victoires françaises au XXIe siècle. Pierre Gasly, après 24 ans, 3 mois et 18 jours de disette lors du Grand Prix d'Italie 2020 avec son Alpha Tauri, et Esteban Ocon, moins d'un an plus tard lors du Grand Prix de Hongrie 2021 avec son Alpine. 2 victoires improbables de la part de ces deux talents français. Pourtant, à une époque, envisager une victoire française chaque week-end n'était pas une folie douce, mais bien une possibilité. Aujourd'hui, on va parler de l'âge d'or français en Formule 1. Avant de commencer, laissez-moi vous présenter mon partenaire du jour, Oli. Un partenaire qui me suit depuis maintenant 2 ans et que vous commencez à connaître. Alors en bref, Oli, c'est une marque de boissons made in Berlin qui se présente sous forme de poudre à diluer. Des boissons sans sucre, sans taurine, moins chères et plus écologiques car un pot représente 50 portions d'un demi-litre. Donc 50 canettes qui ne sont pas rejetées. C'est pas mal. Bon, tout ça vous savez, et d'habitude je dis que Oli a 3 gammes de produits, sauf que maintenant c'est faux. Non, Oli a 4 gammes de produits. Et ouais, en plus des incontournables énergie, des rafraîchissants Iced Tea et des hydratants hydration, vous avez dorénavant les milkshakes. À diluer avec du lait, hein. Pas de l'eau, c'est pas fait pour ça. Puis le lait, n'importe quel lait que vous voulez, hein. Actuellement il y a 3 saveurs, vanille, noisette et banane, et c'est une tuerie. Aussi, Oli vous propose diverses quantités pour un achat de produits. Si je vous recommande toujours les packs découvertes pour avoir plusieurs échantillons, vous pouvez désormais acheter une saveur en pot, donc 50 portions, bon ça été déjà, mais aussi en boîte de 10 sachets. C'est toujours bien d'avoir le choix et ce mois-ci, en plus des milkshakes, je vous invite à tester le Tropical Tiger. Vous trouverez en description un lien vous dirigeant vers le site de Oli et je vous invite à vous servir des codes promotionnels. Le circuit qui vous offre 10% de réduction sur une commande et le circuit 5 qui vous offre 5 € de réduction sur votre première commande. Merci à Oli de son soutien précieux depuis maintenant 2 ans, merci également à vous de jouer le jeu. Ce sont des produits que j'aime beaucoup et que j'aime toujours vous partager, donc voilà, vous savez quoi faire. Et maintenant, on débute notre vidéo sur l'âge d'or français en Formule 1. La France, c'est le 4e pays le plus victorieux de la catégorie. En première position, c'est bien évidemment le Royaume-Uni, la nation forte de la Formule 1 avec 316 victoires, dont un tiers rien que pour Lewis Hamilton. En deuxième place, on retrouve l'Allemagne et ses 179 succès avec Michael Schumacher et Sébastien Vettel comme dignes représentants. Troisième, c'est le Brésil avec Ayrton Senna en pointe qui a remporté 41 des 101 victoires de ce pays. La France est donc 4e avec 81 succès. Trintignant, Severs, Beltoise, Lafitte, Depailler, Jabouille, Arnoux, Pironi, Prost, Tambay, Alesi, Panis, Gasly et Ocon. 14 pilotes ayant inscrit leur nom au palmarès, mais la plupart d'entre eux ont évolué à la même époque, entre les années 70 et 80. La France, c'est évidemment une nation forte du sport automobile et de la Formule 1. Pour en juger, il ne faut pas regarder que du côté des pilotes, non, il faut aussi regarder du côté des constructeurs, motoristes, ingénieurs, patrons d'équipe, sponsors ou organisateurs. Et même si cette influence tend tristement à se réduire depuis quelques années, les faits sont là. Sur les 75 ans de Formule 1, il n'y a pas eu une seule saison sans que le drapeau tricolore ne soit représenté, et la plus pauvre d'entre elles est 1965. Cette année-là, pas de pilote, pas de constructeur ni même de motoriste français. Non, seulement un Grand Prix tenu sur l'un des plus beaux circuits du monde, Charade. Le drapeau à damier s'agite. Jim Clark remporte ce Grand Prix de France devant Jackie Stewart. John Surtees a volé in extremis la 3e place à Bandini. Graham Hill termine 5e. Une période assez terne pour le sport automobile tricolore. La génération précédente a fait ses adieux il y a quelques années déjà. Louis Rosier, Philippe Étancelin, Raymond Sommer, Eugène Chabou, Robert Manzon ou André Simon, sur leur Talbot ou Simca Gordini. Que des dignes représentants sans oublier les Jean Béra et bien sûr Maurice Trintignant. Béra était un très bon,
pilote Ferrari qui aurait pu s'imposer en championnat du monde, mais qui a connu un bien triste destin. En revanche, Maurice Trintignant, lui, parviendra à atteindre les sommets et offrira à la France ses 2 premières victoires dans la plus prestigieuse des compétitions automobiles, qui plus est à Monaco. De 5 à 6 pilotes français par Grand Prix au début des années 50, on passe à 2 grands maximum dans les années 60. Cette première génération s'en va et la suivante se fera attendre. À la fin des années 60, la France retrouve des couleurs dans l'élite avec la génération Matra. Jean-Pierre Beltoise, Henri Pescarolo ou Johnny Servoz-Gavin, sans oublier le malheureux Joe Schlesser, très populaire durant cette décennie. Matra y met les moyens, mais c'est avec un Écossais et une équipe anglaise qu'elle atteint les sommets et offre à la France son premier sacre, en 1969 avec Jackie Stewart. Le passage aux années 70 marque un tournant dans la discipline. On voit apparaître sur les carrosseries pas mal de sponsors, et parmi eux, l'un des plus importants, c'est Elf. Ce pétrolier français, incarné par François Guiter, va avoir une grande importance dans notre histoire. Elf accompagne Jackie Stewart dans ses succès, tandis qu'un pilote français se place progressivement en candidat à la victoire, François Sever. Équipier de la référence Stewart, Sever incarne les espoirs français et replace le bleu, le blanc et le rouge sur les podiums avec Beltoise et Pescarolo. Mais en 1971, François ira jusqu'au sommet. À l'occasion du Grand Prix des États-Unis à Watkins Glen, le pilote Tyrrell s'impose brillamment. 13 ans, 4 mois et 16 jours après Maurice Trintignant. Un an plus tard, c'est Jean-Pierre Beltoise qui inscrit son nom en décrochant la victoire au Grand Prix de Monaco avec sa modeste BRM. Sur une piste détrempée, Jean-Pierre a donné une leçon. Mais celui qui incarne la France à cette époque, c'est Sever. Charismatique et adoubé par la légende Stewart, il semble destiné à être le premier champion du monde français. En 1974, il doit prendre les commandes chez Tyrrell, mais 2 ans après sa victoire, sur ce même tracé de Watkins Glen, Sever perd le contrôle de sa voiture à haute vitesse. Il avait 29 ans. Fauché en plein élan, la France retombe au second plan. Mais c'est précisément à cette période que débarque la génération dorée. Patrick Depailler, Jean-Pierre Jarier, Jacques Lafitte, Jean-Pierre Jabouille, René Arnoux, Didier Pironi, Patrick Tambay et bien sûr Alain Prost. Ce sont eux la génération dorée. Mais comment tous ces pilotes ont pu atteindre la Formule 1 et s'y imposer? Et bon, pour ça, il y a plusieurs facteurs. Déjà, il faut savoir que les mœurs étaient différentes et l'automobile en général était plus libre, moins de restrictions, etc. L'un des acteurs majeurs de cette période dorée, c'est évidemment Elf avec François Guiter. Cet homme va beaucoup pousser pour le sport automobile français et va notamment encourager Renault Alpine à voir les choses en grand. Il pousse pour que la marque aux losanges devienne un pilier du sport automobile, et ça se traduit par des engagements en Formule 2 ou aux 24 heures du Mans. Des engagements colossaux où les pilotes français y trouvent leur compte, et ces derniers doivent beaucoup à Elf. Du moins pour la plupart. Car ce qui explique qu'autant de pilotes français aient pu atteindre l'élite à cette époque-là, ce sont également les possibilités d'accession en sport automobile. Et notamment, les volants qui étaient des concours offrant une bourse à son vainqueur, lui permettant de débuter en sport automobile. Dans les années 60, le volant Shell a été créé, et si Jean-Pierre Josso est son premier lauréat, François Sever passera par là, tout comme René Arnoux, un volant qui se disputait à Manicourt. Mais ce n'est pas tout, car au début des années 70, plusieurs choses se mettent en place. Le circuit Paul Ricard voit le jour en 1970, et dès l'année suivante, le volant Elf est créé dans le Var. Elf reprendra à son compte le volant Shell, et on aura donc 3 pôles majeurs pour les jeunes pilotes, le Castellet, Manicourt et Le Mans. Et quand je dis que Elf y met les moyens, c'est pas des conneries. Elf et Renault reprennent la Formule France qui devient la Formule Renault française, et cette dernière est directement liée au volant. Donc les vainqueurs grimpent dans cette catégorie et font leurs armes. Et n'oublions pas la Coupe Renault Gordini qui permettra à bon nombre de pilotes de se révéler. S'ajoute à toute cette panoplie des privés ambitieux, comme Guy Ligier qui fait passer son écurie en Formule 1 en 1976, ou encore des Tico Martini qui permettaient à René Arnoux d'entrer en Formule 1, et bien sûr, Oreca, qui sera présent dans les formules de promotion. Donc récapitulons, on a Elf et Renault qui prennent les choses en main et mettent en place toute une pyramide d'accession avec l'aide de plusieurs partenaires et sponsors. Et ça marche, reprenons notre liste. Patrick Depailler aura les soutiens de Elf, Jean-Pierre Jarier fera ses preuves en Coupe Renault Gordini avant de passer en Formule France. Jacques Lafitte passera par la Coupe Gordini en aidant son ami Jabouille, puis par l'école de pilotage Winfield. Jean-Pierre Jabouille, justement, est donc passé par la Gordini avant d'être soutenu par Elf et de devenir un pilier de Renault en F2 et en endurance.
René Arnoux a remporté le volant Shell en 1972 et se révélera dans les catégories de Formule Renault grâce au soutien de François Guitter avant de rejoindre Tico Martini. Didier Pironi a remporté le volant Elf en 1972 et sera membre de la filière. Patrick Tambay a remporté le volant Elf un an avant Pironi et passera par la Formule Renault. Et enfin, Alain Prost a également remporté le volant Elf en 1975 et atteindra l'élite avec le soutien du pétrolier. Comme je venais du karting, je savais pas faire du tout le double débrayage. Et bien entendu, les vitesses craquaient un petit peu. Il m'avait fait monter Simon de Lautour et Antoine Raffaelli, il m'avait fait monter dans une estafette Renault au volant et il me faisait faire des doubles débrayages et bien entendu, je ne savais pas du tout faire. Je n'avais jamais fait. Alors je faisais semblant de comprendre et puis bien entendu, quand j'étais dans la voiture, je ne le faisais pas. C'est-à-dire que j'ai fait l'école de pilotage en fausse perme, sans suivre le cours des trajectoires parce que il trouvait que j'avais une trajectoire très bizarre et que ça allait pas du tout, en cachant mon jeu jusqu'au dernier moment, et en empruntant une combinaison de Patrick Tambay, je crois. C'était absolument incroyable, c'était le plus heureux des hommes ce jour-là. Tous ont bénéficié à un moment ou un autre de la pyramide française d'accession au sport automobile, et souvent par Elf et Renault. Voilà comment on se retrouve avec 4 ou 5 pilotes français capables de jouer les victoires en Grand Prix chaque week-end. En l'espace de 5 ans, nos acteurs de la French Connection accèdent à la Formule 1. Voilà comment les efforts de différents groupes portent progressivement leurs fruits. En 1974, Patrick Depailler rejoint Tyrrell en lieu et place de Sever. Si l'écurie de Ken n'est plus la référence, elle fait office d'outsider derrière Ferrari et McLaren. Ainsi, Patrick se montre et réalise en Suède en week-end référence. À Anderstorp, il devient le premier tricolore à prendre la pole position en Formule 1 et termine à la 2e position du Grand Prix. Son premier podium. Dès lors, Depailler se hisse régulièrement dans le top 3, même si la victoire se refuse toujours à lui. En 1975, un autre Français pointe le bout de son nez avec un surprenant Jacques Laffite. Sur la Nordschleife et au volant d'une modeste Williams, Laffite termine à la 2e position. Mais ce n'est pas tout. Plus tôt dans la saison, c'est Jean-Pierre Jarier qui s'est mis en valeur. À Sao Paulo, celui que l'on surnomme Godasse de plomb prend la pole position avec sa modeste Shadow et mène quasiment tout le Grand Prix avant de cruellement renoncer sur souci d'alimentation. De tous les noms que j'ai cités, ceux de la génération dorée de la Formule 1 française, seul Jarier n'arrivera pas à gagner. Et pourtant, il aurait mérité, souvent il a été proche. 1976 marque l'entrée en scène de Ligier avec les moteurs Matra. Cocorico, et il faut dire que les Bleus sont crédibles avec 3 podiums pour leur unique pilote, Jacques Laffite. S'ajoutent à ces 3 top 3, les 7 de Patrick Depailler. Un âge d'or se dessine, mais pour le moment, la France n'est qu'un outsider, car les favoris sont toujours Ferrari et McLaren. Si je devais donner un début de l'âge d'or, je dirais 1977. Bon, on a toujours Depailler, Laffite et Jarier chez Tyrrell, Ligier et désormais Penske. Mais cette année-là, la présence française prend de l'importance à la mi-saison. Depuis 1 an maintenant, Renault travaille d'arrache-pied et prépare son arrivée dans l'élite. Cette voiture que vous voyez rouler pour la première fois, c'est l'ébauche de la Formule 1 Renault qui affrontera Ferrari, Ford, Alfa Romeo et Matra dans les Grands Prix en 1977. La voiture reste la voiture laboratoire et on travaille surtout sur le moteur. Et à la suite de ça, on met en chantier une voiture qui sera la voiture de course pour la saison 77 et sur laquelle on travaillera énormément sur les suspensions et la voiture. À l'occasion du Grand Prix de Monaco, la RS01 est présentée et si à l'origine elle devait entrer en action pour le Grand Prix de France, c'est à Silverstone que les jeunes débarquent. Le losange entre en Formule 1 avec son partenaire Elf, Jean-Pierre Jabouille et Michelin. Et le manufacturier clermontois va révolutionner le game du pneu avec ses gommes à structure radiale. La French Touch. N'oublions pas qu'à l'occasion du Grand Prix de Grande-Bretagne, un certain Patrick Tambay dispute sa toute première course de Formule 1. Bref, au pays de la Reine, les Froggies sont nombreux. La présence française se renforce et quelques semaines plus tôt, le drapeau tricolore retrouvait la plus haute marche. À force de se présenter en outsider et d'être en embuscade derrière les favoris, ça finit par payer et à Anderstorp, c'est Ligier et Jacques Laffite qui en profitent. Mario Andretti semblait avoir course gagnée mais a dû renoncer dans les ultimes kilomètres. Laffite remporte donc ce jour-là sa première victoire en Grand Prix et monte sur la plus haute marche du podium. La première victoire 100% française acquise au volant d'une Ligier Matra. Ouais, mais pas avec des pneus français, parce qu'ils étaient équipés de Goodyear. Donc pas 100% française la victoire. Bref, cette victoire est la première depuis Beltoise 5 ans plus tôt, et il faut croire que les organisateurs ne s'y attendaient pas, car ils ne trouvent pas le disque avec la Marseillaise. Suède 1977, c'est donc la matérialisation de tous ces efforts faits depuis une décennie, et c'est symboliquement le début de l'âge d'or français en Formule 1.
la France s'apprête à rayonner comme jamais en Formule 1. Mais il faut tout de même parler des hommes de l'ombre qui ont contribué à ses succès. François Guitert est donc un acteur majeur et il incarne la contribution de Elf dans le sport. Mais il y a également tous les ingénieurs et patrons d'équipe qui ont apporté leur pierre à l'édifice. À la tête du programme Renault, c'était Gérard Larousse, grand pilote français, double vainqueur des 24 heures du Mans avec Matra et Henri Pescarolo en 73 et 74. Mais Larousse, c'est bien plus que ça et on aura l'occasion d'en reparler très prochainement. Sitôt ses fonctions de directeur de Renault Sport prises, Gérard a nommé Jean Sage à la tête de l'écurie de Formule 1, et ce personnage aura son importance dans les décisions de l'écurie française. Si l'on regarde parmi les principaux artisans des succès français et du losange, nous avons bien sûr Bernard Dudot, chargé du développement de l'ambitieux moteur turbo. Moteur qui sera d'abord beaucoup moqué par ses rivaux avant d'être craint par tout le monde. Toujours chez Renault, nous avions d'impliquer dans le programme des François Castin, André de Cortanze, Marcel Hubert ou encore Michel Tétu. Du côté de chez Ligier, Guy est évidemment un personnage central, mais il avait dans ses rangs des Michel Beaujon ou Gérard Ducarouge, l'un des plus grands de cette époque. N'oublions pas de citer également Pierre Dupasquier de chez Michelin, mais aussi Jean-Marie Balestre qui prendra en 1978 la présidence de la FISA. La France est sur tous les fronts, et encore je n'ai pas les noms des décideurs de la CETA, S-E-I-T-A, la Société d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes, propriétaire entre autres de Gitane. Vous voyez où je veux en venir. Bref, une présence colossale et en piste, 1978 n'est pas trop mal. Année où Michelin prend les devants côté pneumatique. Cette année-là, 2 nouveaux pilotes accèdent à l'élite. René Arnoux chez Martini et Didier Pironi chez Tyrrell. C'est d'ailleurs son équipier Patrick Depailler qui incarne les plus gros espoirs de victoire française, car Ligier marque le pas dans cette saison. À Kyalami, 3ème épreuve du championnat, le Français remonte de la 11e place et prend les commandes en fin d'épreuve. Malheureusement, derrière lui, Ronnie Peterson remonte fort et le super suédois le dépasse dans le dernier tour. Éternel second, Depailler est effondré sur le podium. Pour la 8e fois de sa carrière, il échoue à la 2e place. Mais 2 grands prix plus tard, à Monaco, la chance sourit à Depailler. Parti 5ème, il pointe à la 2e position à la fin du premier tour et met la pression au leader John Watson. Le Nord-Irlandais part à la faute à la mi-course et Patrick prend les commandes. Cette fois-ci, ça tient et Depailler remporte sa toute première victoire en Formule 1, après 69 tentatives. Le tout en résistant à Niki Lauda. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, le pilote Tyrrell prend à cet instant les commandes du championnat. Pour la première fois, un Français est au sommet du classement. Alors est-ce que c'est fou de penser à un titre? Non, mais ce sera pas pour tout de suite. En Espagne, Lotus introduit son modèle 79 et prend une avance considérable sur la concurrence. Tyrrell et Depailler ne peuvent contrer les Noirs et Or, désormais facilement devant. Les espoirs de titres français disparaissent, mais un tricolore voit une occasion inouïe d'inscrire son nom au palmarès. C'est Jean-Pierre Jarier. À Monza, le monde de la Formule 1 assistait tristement au décès de Ronnie Peterson. Le super suédois s'en va, et il est remplacé dès le Grand Prix suivant par Godaz de Plomb. Dans la meilleure voiture du paddock, Jarier se montre redoutable au Canada. Poleman, il domine l'épreuve, mais au 2e tiers de course, il doit renoncer sur fuite d'huile. Depailler a réussi à concrétiser, Jarier n'y arrivera jamais. « 1978, c'est donc une pole position et 7 podiums dans une victoire pour la France en Formule 1. Ligier n'est pas parvenu à replacer Lafitte au sommet, mais travaille dur pour 79. Du côté de Renault, les jeunes et Jean-Pierre Jabouille ne baissent pas les bras et la théière montre des signes encourageants. La performance est là, en témoignent les bonnes qualifications du Grand Blond, mais la fiabilité laisse à désirer. René Arnoux n'a pu faire de miracle au volant des Martini de Tico, mais il est en bon espoir français et il rejoint le Losange en 79. Depailler, lui, s'apprête à quitter Tyrrell pour Ligier quand son équipier Pironi a montré de belles choses avec 2 top 5. Enfin, bien que pilote McLaren, la vie est dure pour Patrick Tambay car l'écurie de Teddy Mayer est en chute libre. Pas même un podium à se mettre sous la dent. Bref, 1978 était une année correcte, mais 1979 va être goûtu. Vous savez par quoi commence la saison 1979 ? Par une domination française. Et domination, hein. Chez Ligier, l'hiver a été important et plusieurs changements ont été faits. Matra s'est retiré, et les Bleus seront propulsés par les classiques V8 Ford Cosworth. En 78, Lotus a révolutionné la Formule 1, et ça, Gérard Ducarouge l'a bien noté. L'effet de sol, c'est la clé, et la JS11 fera l'objet d'un travail très poussé avec les meilleurs moyens de l'époque.
Du travail en soufflerie avec la complicité de la SERA, S-E-R-A, une entreprise d'ingénierie. Bilan, lors du premier Grand Prix de la saison en Argentine, Jacques Laffite et Patrick Depailler monopolisent la première ligne. Pendant une bonne partie de course, les Bleus mènent, mais Depailler sera ralenti en fin d'épreuve par un souci d'allumage. Adieu le doublé, mais Jacques Laffite s'impose pour la deuxième fois de sa carrière. Depailler termine finalement 4ème. Mais il y a mieux encore. 2 semaines plus tard, la F1 se retrouve au Brésil à Interlagos. Et rebelote, Laffite et Depailler monopolisent la première ligne, sauf que cette fois-ci, les positions resteront telles quelles durant toute la course. Ce jour-là, Jacques Laffite réalise le seul grand chelem français de la Formule 1 et remporte le Grand Prix du Brésil devant son équipier. Ligier domine et trône au sommet des classements. Notons que Pironi prend la 4ème place. La France est au sommet et après ce vert au début de la décennie, on se prend à rêver d'un titre tricolore. Mais les choses vont se gâter pour les Bleus de chez Ligier. Kyalami ne se passe pas bien et Ferrari réagit. Ducarouge n'est pas le seul à avoir compris l'effet de sol et 2 choses vont ternir une saison pourtant si bien débutée. Quelques tensions en interne et un manque de moyens qui ralentira le développement de la JS11. Ligier perd du terrain et l'Espagne sera leur dernier exploit. Une nouvelle fois, Laffite et Depailler monopolisent la première ligne, mais rapidement, Jacquot doit renoncer sur ennui moteur. Le Clermontois hérite donc de la tête de course et contrôle l'épreuve pour prendre sa 2e et dernière victoire en carrière. Cette victoire replace les Bleus au sommet et en interne, on y croit encore. À Zolder, si Scheckter reprend les commandes, Laffite termine 2ème, juste devant Pironi qui prend son premier podium en carrière. C'est alors qu'au cœur de la saison, Ligier perd Patrick Depailler. Le 3 juin, le Clermontois est victime d'un accident de deltaplane et s'il s'en sort miraculeusement, il a les jambes brisées, alors sa saison est terminée. Symboliquement, c'est là que Ligier perd le championnat. Remplacé par Jackie X, les Bleus ne sont plus en mesure de tenir la dragée haute au ténor, mais la France peut s'appuyer sur d'autres représentants. Revenons à Kyalami en début de saison, car ce week-end-là, Renault et Jean-Pierre Jabouille ont décroché leur première pole position, confirmant au passage les craintes de leurs adversaires. Beaucoup moqué à ses débuts, le moteur turbo s'avère être une arme redoutable. La fiabilité est toujours le talon d'Achille de cette technologie, mais à force de travail, les hommes de Bernard Dudot consolident cet aspect. Et en France, à Dijon-Prenois, le jour de gloire est arrivé. Cette fois-ci, c'est Renault qui monopolise la première ligne, et si Villeneuve prend les commandes, le Québécois perdra du rythme au fil de l'épreuve. Plus consciencieux, Jabouille reprend la tête et conduit Renault Elf, le moteur turbo et lui-même, au sommet pour la première fois. Là, on a une victoire 100% française, qui plus est à Dijon pour le Grand Prix de France. Cocorico. La victoire du Grand Blond est historique, mais elle a été quelque peu éclipsée par le duel de titans pour la 2ème place entre Gilles Villeneuve et René Arnoux. Les deux amis terminent dans cet ordre, et l'Isérois se révèle en prenant son premier podium, et en façonnant son image de pilote agressif, un petit peu chien fou. Dès lors, la saison 79 bascule. Si Ligier puis Ferrari dominaient, Williams prend le pouvoir à partir de Silverstone. Non, il n'y aura pas de sacre français en 79 et il faudra encore attendre. Les tricolores réalisent 2 autres pole positions en cette fin de saison et continuent de prendre des podiums. Arnoux, Jarier, Laffite et Pironi. En 1980, les choses changent un petit peu. Lassé par ses déboires chez McLaren, Patrick Tambay s'exile aux États-Unis et retrouve les chemins des podiums en Can-Am. À sa place dans l'écurie de Woking, un nouveau venu, le dernier de la génération dorée, Alain Prost, champion de F3. Très vite, Alain montrera de belles choses avec une belle pointe de vitesse et un bon retour technique. Il inscrit même 1 point dès sa première course dans l'élite. Et si Alain deviendra le pilote que l'on connaît en 1980, ce n'est pas lui le meilleur représentant français. Chez Ligier, 3ème du championnat constructeur en 79, on espère pouvoir retrouver les sommets et tenir le rythme toute la saison. La voiture n'est qu'une évolution de la JS11 et Laffite est rejoint par Didier Pironi. L'ex-pilote Tyrrell est ambitieux et il a du caractère. Chez Renault, Jabouille et Arnoux sont prêts à glaner d'autres victoires. Jarier est toujours chez Tyrrell quand Patrick Depailler fait son retour en prenant la tête du programme Alfa Romeo. Cette année-là, les Français sont des prétendants à la victoire et vont saisir les occasions. Et ça commence dès la 2ème course au Brésil où Jabouille prend la pole position et Arnoux sa première victoire en Formule 1. Le 7ème Français vainqueur de Grand Prix. Rebelote à Kyalami, Paul de Jabouille et victoire d'Arnoux. Mais ce n'est pas qu'une victoire, non, c'est un triplé français, le premier de la Formule 1. Derrière Arnoux, on retrouve les Ligier de Laffite et Pironi. Alors, est-ce pour cette année le titre de champion du monde? Eh bien non, en 1980, Williams et Brabham ont un petit avantage. Chez Renault et Ligier, on n'a pas la constance nécessaire pour se hisser concrètement dans la lutte mondiale. Il manque une certaine rigueur pour battre ces garagistes anglais.
Comme en 1979, les Français font partie des meilleurs, mais ne sont pas les meilleurs. Pourtant, le début de saison nous a donné de l'espoir, car 2 courses après Kyalami, c'est Didier Pironi qui inscrit son nom au palmarès après sa victoire à Zolder. Poleman à Monaco, Didier doit renoncer quand Jacques prend la 2e place. En France, c'est un triplé français en qualification, Laffite, Arnoux, Pironi, mais pas de victoire le dimanche. Non, cette dernière revient encore à Williams, un ton au-dessus. Renault déçoit légèrement, tout comme Ligier. Puis, durant l'été, un drame frappe le clan tricolore. Le 1er août, alors en essai privé sur le tracé d'Hockenheim, Patrick Depailler perd le contrôle de son Alfa Romeo dans l'autre curve. Le Clermontois est dans un état désespéré et succombe quelques minutes après. Pilier de la génération dorée, premier poleman et leader français du championnat du monde, Patrick Depailler nous quitte à 1 semaine de ses 36 ans. Bien sûr, ses collègues lui rendent hommage. Ce qui est fascinant avec vous tous les pilotes et avec vous Patrick Depailler en particulier, c'est que on a vraiment l'impression que vous n'avez jamais peur de rien. Si, pourtant. si, très peur. Très peur. Mais peut-être un peu attiré par les choses difficiles, les choses qui demandent de l'équilibre, qui demandent d'être poussé à fond. C'est ce qui explique un peu mon accident d'ailleurs d'aile volante. Oui. Mais l'idée... Si, très peur, je vous assure, très peur. En conduisant, moi je ne cesse pas de me faire peur. Quand on veut aller vite, quand on veut être toujours à la limite, on a peur forcément. Et de toute façon, si je n'avais pas peur, je ne pourrais pas faire ce métier. Parce que ou je me serais déjà tué, ou je me serais fait trop mal. Quand on n'a pas peur, il n'y a plus de limitation. Hein. On va taper dans les rails tous les tours. C'est la peur qui nous limite, qui nous dit ça tu peux le faire, ça tu peux pas le faire. Die letzte Kurve und ich glaube, wenn er jetzt stehen bleiben würde... 10 jours après le décès de Patrick Depailler, sur ce même circuit d'Hockenheim, Jacques Laffite s'impose. Une triste victoire d'après les dires du français, mais qui est bien symbolique après la perte de son ancien équipier et ami. 1 semaine plus tard, sur le très rapide tracé de l'Österreichring, c'est Renault qui s'illustre. Arnoux et Jabouille sont en première ligne, et Jean-Pierre étonne le dimanche en tenant tête à Alan Jones pour s'imposer une 2e et dernière fois en Formule 1. Également son 2e et dernier podium. 1 mois plus tard, au Canada, c'est à son tour de subir un accident grave. Le pilote Renault est victime d'un problème mécanique et heurte violemment le mur de pneus. La coque est pliée en 2 et Jabouille est touché aux jambes. En partance pour Ligier, son aventure avec le losange prend fin prématurément. Bref, après les espoirs de 79, 1980 a été une année en demi-teinte pour la France. De nouveau 4e au classement pilote, Laffite est le meilleur représentant français. Juste derrière, on retrouve Pironi et Arnoux. Côté constructeur, Ligier termine vice-champion, son meilleur résultat. Bon, espérons qu'en 1981, les espoirs de titre mondial vont se concrétiser. Pour la dernière fois de son histoire, Ligier sera une écurie de pointe en 1981. Toujours avec Jacques Laffite dans la mythique numéro 26 au sponsor Gitane, les Bleus accueillent l'arrivée de Talbot et le retour de Matra. À ses côtés, ce n'est plus Didier Pironi mais Jean-Pierre Jabouille. Enfin, normalement ce devait être Jean-Pierre Jabouille, mais encore convalescent, le double vainqueur de Grand Prix sera remplacé par Jean-Pierre Jarier en début de saison. Malheureusement, Jabouille ne retrouvera plus toutes ses capacités et son retour en Grand Prix ne sera que trop bref. À la mi-saison, Jean-Pierre jette l'éponge et se contente d'un rôle d'essayeur dans l'écurie de Guy. Si, dans un premier temps, Jarier assurait l'intérim, c'est Patrick Tambay qui succède à Jabouille après une première partie de saison chez la modeste écurie Théodore. De l'espoir pour Patrick, mais cette aventure en bleu sera un calvaire. Aucun point de marqué, et après une énième saison difficile, Tambay quitte de nouveau la Formule 1. Tout ça pour dire qu'en 1981, Ligier se résume à Jacques Laffite. Didier Pironi est lui parti chez Ferrari, aux côtés de son ami Gilles Villeneuve. L'annonce de son départ durant la saison 80 a d'ailleurs vexé Guy Ligier. Champions en 119, les Rouges connaissent une période bien difficile et 1980 fait partie de leur pire saison. En 81, la Scuderia introduit son moteur turbo, influence directe de Renault, et retrouvera un petit peu de forme bien que Pironi soit dans le mal face à son équipier Villeneuve, qui prend 2 splendides victoires. Cela dit, le Français aura beaucoup de crédit en interne et notamment auprès de Marco Piccinini, le boss de la Scuderia. Enfin, il y a Renault. 1980 était quelque peu décevant, mais les RE20 vont être rapidement remplacés par les RE30. Avec elles,
Les hommes de Gérard Larousse et Jean Sage vont faire un bond en avant et se positionner au devant de la scène, avec la RE30 et avec Alain Prost qui rejoint le losange aux côtés d'Arnoux. Cette saison 1981 est marquée par le duel Reutemann-Piquet, arbitré par Jones et par le clan français, mais ce dernier est trop en retrait pour espérer la couronne, du moins concrètement. Car pour la première fois de l'histoire, un pilote français est en mesure de prendre le titre mondial des pilotes à l'occasion de la dernière manche de la saison. En effet, en 1981, Jacques Laffite est régulier. Poleman en Espagne, il échoue dans la boîte de Villeneuve. Le pilote au casque vert foncé inscrit de gros points et fait parler son talent. Avec ses 4 victoires, Laffite est le Français le plus victorieux en Grand Prix et il en ajoute une 5e lors du Grand Prix d'Autriche. Ce jour-là, il s'impose devant Arnoux et se replace au championnat. Et si Jacques n'a jamais aimé les conditions humides, vivement critiqué pour cela d'ailleurs, il fait fermer quelques bouches au Canada en remportant sa 6e et dernière victoire en Grand Prix. Relégué à 6 points de Reutemann, il a encore ses chances, il peut encore coiffer la couronne mondiale pour la dernière course, même si les probabilités sont pas favorables. Finalement, au terme du dernier Grand Prix de la saison, Laffite se classe 4e du championnat pilote pour la 3e année d'affilée. En 1981, Renault a manqué de timing. Le début de saison un petit peu en deçà a coûté cher aux jaunes, car à partir du Grand Prix de France à Dijon, le losange s'est réveillé, et ce réveil coïncide avec l'éclosion d'Alain Prost. L'homme de Lorette remporte sa première victoire en Grand Prix, tandis qu'Arnoux confirme la bonne forme de Renault par ses prestations en qualification, sans parvenir à concrétiser le dimanche, contrairement à Prost qui s'impose une 2e fois aux Pays-Bas au prix d'une course pleine d'agressivité, puis une 3e fois en Italie. Mais au final, pas encore de sacre français, tout n'est pas réuni. Une des raisons de cet échec à l'aube des années 80, c'est la politique. Des relations parfois conflictuelles, des intérêts divergents, des relations parfois tendues en interne, bref, tout un tas de choses qui empêchent un groupe d'atteindre les sommets. Chez Ligier, la fierté de Guy lui fera perdre son meilleur ingénieur, Gérard Ducarouge. Ce dernier s'exile chez Alfa Romeo. Bilan, Ligier tombe dans l'anonymat en 82. Chez Renault, Jean Sage et Gérard Larousse se sont retrouvés à gérer les tensions entre les pilotes durant l'année 82. Arnoux et Prost, 2 coqs dans la même basse-cour. Cette année, la RE30B est la voiture la plus rapide et les 2 pilotes enchaînent les pole positions. Malheureusement, une fiabilité désastreuse leur coûte cher. Mais cette année est improbable et malgré les déconvenues du dimanche, Renault est toujours dans la lutte au titre avec Alain Prost. Au Castellet, les jaunes choisissent la tactique du lièvre. Les ingénieurs donnent plus de puissance à René Arnoux pour que ce dernier s'échappe et force ses adversaires à taper dans leur mécanique. Et ça marche. Les Brabham BMW, principal rival de Renault dans le Var, abandonnent. Arnoux est en tête devant Prost. La suite du plan est simple. Dans ce cas-là, René doit ralentir et laisser passer Alain mieux placé au championnat. Mais l'Isérois ne ralentit pas et après Jabouille et Alain, il devient le 3e Français vainqueur à domicile. Logiquement, Alain Prost se plaint après la course quand René se défend, et les responsables de Renault se taisent. J'ai assuré la 2e place et je pensais pouvoir gagner puisque normalement on avait une consigne de course que je devais gagner la course en cas de doublé surtout. Et je suis très content pour René d'un côté, mais je suis très déçu qu'il n'ait pas respecté ça puisque ça peut compromettre nos chances au championnat du monde. En tout cas, je crois qu'on reparlera de cette course. Vous n'avez pas peur qu'un instant on vous passe un panneau, 1er Prost, 2e Arnoux? Si on me l'a passé même, mais j'estime que j'avais suffisamment d'avance pour pas avoir à... Et en plus j'avais des problèmes de pneus, ce qui fait que je voulais toujours garder cette avance au cas où je dois m'arrêter. En ne rendant pas les consignes publiques et en laissant se débrouiller les pilotes, le losange a laissé tomber Prost qui paiera bien trop cher ses propos. Paradoxalement, c'est ce week-end-là que la France réalise son plus bel exploit en Formule 1. Sur le circuit Paul Ricard, l'un des piliers de la réussite de ses pilotes tricolores, la France célèbre un quadruplé. Arnoux, Prost, Pironi et Tambay. Car en plus d'Alain Prost, Didier Pironi incarne les espoirs de titre mondial. 1981 fut bien difficile avec la Scuderia, mais les 126 C2 de 1982 sont bien nés et jouent les tout premiers rôles. Bien sûr, il y a la triste histoire d'Imola suivie du dramatique week-end de Zolder où le sport automobile perd son petit prince, Gilles Villeneuve. Une grande tristesse pour la Scuderia qui appelle donc Patrick Tambay à la rescousse dans la Ferrari numéro 27. Dans cette saison folle, Didier Pironi se détache et remporte le Grand Prix des Pays-Bas, sa 3e victoire en carrière. Leader du championnat, le titre semble plus crédible que jamais. Jusqu'au Grand Prix d'Allemagne. 2 ans après Patrick Depailler, Didier Pironi est à son tour victime d'un terrible accident. Le tout en percutant Alain Prost. Les jambes en piteux état, Didier s'en sort miraculeusement, mais sa carrière en Formule 1 est terminée. 2 ans après Jacques Laffite,
c'est Patrick Tambay qui console les esprits en remportant son premier Grand Prix de Formule 1. Si Pironi et Prost sont toujours en lice pour le titre mondial, ce dernier tombera entre les mains de Keke Rosberg. Celui que personne ne suspectait en début de saison devient champion du monde au prix d'une belle régularité. Pironi a manqué de chance et Prost de fiabilité. Une année qui laisse beaucoup de regrets alors que pas moins de 4 pilotes français différents se sont imposés. Si l'on oublie la conquête du titre, c'est vraiment une période faste. 7 victoires françaises en 16 courses, c'est absolument dingue vu d'aujourd'hui, et pourtant à cette époque-là, c'était commun d'entendre la Marseillaise régulièrement sur le podium. Mais si je devais donner une date de fin à l'âge d'or, je dirais 1983. Pironi n'est plus là, et si Jarier et Lafitte sont encore présents, les espoirs de titre sont entre les mains de Prost, toujours chez Renault, ainsi que Tambay et Arnoux, représentants de la Scuderia Ferrari. Ensemble, ils glaneront d'ailleurs le titre mondial des constructeurs. Patrick s'imposera brillamment à Imola, sa deuxième et dernière victoire, et mènera le troisième et dernier triplé français en F1. Vainqueur devant Prost et Arnoux. En 1983, Arnoux délaisse un petit peu sa peau de chien fou et prend ses 3 derniers succès. Le premier au Canada, le deuxième en Allemagne, et le troisième, son 7e et dernier en Formule 1, aux Pays-Bas. En réalité, en 1983, c'est Prost qui prend les devants. Paradoxalement, c'est au moment où Prost touche du doigt le titre mondial que l'âge d'or français s'arrête. Progressivement, le clan français s'ébranle. Ligier n'est plus en mesure de jouer les victoires, ni même les podiums, quand Renault se brouille avec son pilote de pointe. En 1983, Alain Prost devient le français le plus victorieux en Formule 1. Il remporte 4 victoires, mais échoue dans sa lutte au titre pour 2 points derrière Piquet. Durant la saison, les relations se sont tendues entre Alain et son équipe, au point que le français claque la porte aux losanges en fin de saison. Dès lors, les jeunes perdront du terrain et ne gagneront plus. Tout comme Arnoux chez Ferrari. Tambay, lui, prend la place de Prost chez Renault, mais rien n'y fait. Le losange n'est plus en mesure de s'imposer. Désormais, seul Alain est en mesure de faire retentir la Marseillaise. S'il échoue par un demi-point en 1984 face à Niki Lauda, Prost offre à la France son premier titre mondial en 1985. Tandis que la présence tricolore diminue en Formule 1, c'est un Français qui en devient le visage. Un paradoxe quelque part, et pourtant quand on regarde le paysage, force est de constater que l'âge d'or est terminé. Fin 1985, Renault retire son équipe, et en 1986, le losange cesse toute activité en Formule 1. De plus, Patrick Tambay prend sa retraite en fin de saison, quand au cœur de l'été, un monument français est à son tour victime d'un terrible accident. Au départ du Grand Prix de Grande-Bretagne, Jacques Lafitte, auteur de 2 podiums cette saison et tout fraîchement recordman de départ, est pris dans un carambolage. Les jambes brisées, sa carrière en F1 s'arrête là. À partir de 1983, la présence française en Formule 1 passera d'abondante à normale, voire limitée dans certaines périodes. Et si des Philippe Streff, Philippe Alliot, Yannick Dalmas, Olivier Grouillard et même René Arnoux, présents jusqu'en 1989, garnissent les grilles de départ, seul Alain Prost pouvait jouer la victoire. La France est rentrée dans le rang, même si elle reste une nation forte, notamment grâce à Renault et son retour en tant que motoriste, ou simplement grâce à son nombre de représentants. Jusque dans les années 90, les mêmes ingrédients conduiront les pilotes français jusque dans l'élite de la discipline. La filière Elf et les cigarettiers soutiendront toujours les pépites tricolores, mais rares sont ceux qui arriveront jusqu'aux toutes meilleures équipes. Et oui, Renault n'est plus un constructeur, Ligier n'arrive pas à quitter le milieu voire le fond de grille, quand AGS et Larousse n'ont pas les ressources suffisantes. Impossible de reproduire ce schéma fou de 77 à 83. Puis, au début des années 90, les cigarettes et alcool sont grandement bridés, et cela portera un coup presque fatal à la formation française. Dans la deuxième moitié des années 90, Elf lâche sa filière qui, bien que reprise par Henri Pescarolo, n'a plus la même importance et influence. L'ascension à la Formule 1 devient plus laborieuse pour les Français. Fin 93, Alain Prost prend sa retraite après 51 victoires et 4 titres mondiaux. Dès lors, Alesi et Panis seront les meilleurs représentants, mais n'auront jamais les meilleures voitures de la grille. Au mieux, avec sa Ferrari et Benetton, Alesi avait la 3e, voire quelquefois la 2e meilleure voiture. Et il aurait dû avoir plus d'une seule victoire. En 1996, à Monaco, Olivier Panis remportait avec sa Ligier son seul et unique Grand Prix. Le 79e pour la France en Formule 1. En 2001, Alesi tirait sa révérence après 201 Grands Prix, et en 2004, Panis a fait de même. Le système d'accession des années 70 n'étant plus d'actualité, les pilotes français peineront à atteindre l'élite. Franck Montagny en 2006 avec une modeste Super Aguri et Sébastien Bourdet en 2008 et 2009 avec Toro Rosso ne pouvaient pas faire de miracle. Pourtant,
Les pilotes français sont bons et n'ont généralement pas l'environnement pour se hisser jusqu'aux toutes meilleures équipes de la Formule 1. Dans les années 2010, Romain Grosjean sera proche de la victoire à quelques occasions mais n'arrivera pas à concrétiser. Rapide, Romain manquait peut-être de maturité en 2012 et 2013. Charles Pic ne pouvait guère se montrer avec sa Virgin et Caterham. Jean-Éric Vergne aurait pu avoir sa chance chez Red Bull s'il avait eu un caractère plus corporate. Et Jules Bianchi, oui. On peut citer beaucoup de pilotes français, mais combien avaient le potentiel d'un champion du monde? Alain Prost l'avait, c'est sûr. Peut-être Sever et certainement Pironi. Lafitte et Arnoux étaient-ils suffisamment complets pour y parvenir? Et qu'aurait fait Jean Alesi si Williams avait finalement décidé de le signer durant l'année 90? Jules Bianchi donnait l'impression que sa voie était tracée. De l'aveu de ses collègues et adversaires, c'était le plus doué de sa génération. Mais il sera tragiquement fauché en pleine ascension. Si Renault est parvenu à décrocher les étoiles dans les années 2000 en tant que constructeur, puis dans les années 2010 en tant que motoriste, côté pilote, pas l'ombre d'une victoire. Puis plus de Michelin ou de Grand Prix de France, non, l'âge d'or semble loin. Dans la deuxième moitié des années 2010, deux nouveaux pilotes français accèdent à la Formule 1, Esteban Ocon et Pierre Gasly. Le premier soutenu par Mercedes et le deuxième par Red Bull. Deux pilotes qui se connaissent depuis leur plus jeune âge, mais qui semblent condamnés au midfield. Ocon passera de Force India à Renault puis Alpine, quand Gasly végétera chez Toro Rosso puis Alpha Tauri, avant de rejoindre son homologue en bleu. Oui, il eut une chance avec Red Bull, mais on a bien compris que depuis 2018, être équipier de Verstappen n'est pas un cadeau. Deux pilotes français, c'est pas mal, mais on ne peut pas attendre d'eux qu'ils remportent une course chaque week-end. En fait, au vu de leur position, on ne peut même pas attendre d'eux qu'ils remportent un jour un Grand Prix. Et pourtant... Accélère! Accélère! La victoire de Pierre Gasly! Il l'a fait! Elle est là! Elle est là! La victoire d'Esteban Ocon aujourd'hui! Il l'a fait! Lui aussi, il l'a fait! Il rejoint la liste des Français victorieux d'un Grand Prix de Formule 1! Et puis, ces performances ne sont pas restées sans suite, car ces deux Normands nous ont épatés à plusieurs reprises, en saisissant la moindre occasion de briller. C'est ainsi qu'ils sont rendus à une victoire chacun, 4 podiums pour Ocon et 5 pour Gasly. Aujourd'hui, certains s'activent pour donner une chance aux jeunes pilotes français. Jacques Villeneuve a lancé la Feed Racing en 2019 et la FFSA fait office d'académie. Puis, au-delà même des pilotes, la formation française est une référence dans le monde, et je vous invite à aller voir la vidéo de F1 à la loupe qui a très bien traité le sujet. Mais au vu de la structure actuelle du sport automobile en général, s'imaginer revivre un scénario similaire à celui de l'âge d'or de 77 à 83 n'est qu'utopiste. C'était il y a 40 ans, et quand on y réfléchit, c'est fou que cette période ait existé, et elle est le fruit d'une volonté commune de plusieurs décideurs, de grands groupes et de passionnés. Une époque dorée où plusieurs pilotes français jouaient les podiums et les victoires week-end après week-end. Difficile de s'imaginer pareille chose aujourd'hui, et pourtant, dans une époque où la France n'a plus de Grand Prix, et où son constructeur phare est sur le point de déserter la grille, nous avons eu récemment une piqûre de rappel. Un moment exceptionnel qui nous rappelait ce qu'était la normalité 40 ans auparavant, quand Esteban Ocon et Pierre Gasly conduisaient leurs Alpines Renault à la 2e et 3e place du Grand Prix du Brésil. Voilà ce que je me suis dit ce jour-là. En soi, 3 pilotes français en 2025, c'est bien, mais ils semblent un petit peu isolés dans le paysage. C'est mieux que beaucoup de nations, et quand on regarde l'Allemagne ou le Brésil, jadis grande force, leur présence a beaucoup diminué ces 10 dernières années. Mais quand on compare aux Britanniques, on se dit qu'il y a peut-être mieux à faire. Qu'en pensez-vous ? On arrive au bout de notre vidéo sur l'âge d'or français en Formule 1, j'espère que ça vous a plu. J'ai adoré revenir sur cette période-là, il y a tellement d'histoires riches, et encore j'ai fait que... J'aurais voulu m'arrêter plus d'une fois sur une anecdote en particulier, mais bon, après ça deviendrait indigeste. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire sur la plateforme. Sur le côté gauche de l'écran s'affichent les noms de ceux qui ont décidé de rejoindre la chaîne. Merci beaucoup. Mais surtout, n'oubliez jamais, le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto. À la prochaine. J'espère vraiment que ça vous a plu cette vidéo, parce que j'ai kiffé travailler dessus. Hein. Ligier, Renault, tous les pilotes, c'est fou. C'est fou. C'est fou qu'il y ait eu cette période quand même. Une volonté commune de tout, à tous les niveaux du sport automobile, que ce soit dans les petites catégories, que ce soit dans les finances, dans comment dire, l'organisation, dans les possibilités. Tout était réuni pour avoir ça, et ça a eu lieu. C'est absolument dingue. Dans les années 2000, il y avait quand même beaucoup de pilotes allemands. Il n'y avait pas nécessairement d'équipe allemande. Il y avait Mercedes qui était là, mais après il y avait beaucoup de pilotes allemands avec Schumacher, Frentzen, Neidfeld, Schumacher, Michael et Ralph. Donc voilà, il y avait pas mal de choses. Bon, les Anglais, c'était tout le temps. Hein. Il y a une période creuse, justement. Les années 2000, c'était assez creux. Hein. Entre Coulthard et Button, Hamilton, c'était un petit peu creux. Mais voilà, c'est intéressant de voir
l'évolution d'une nation dans le sport automobile, en l'occurrence, et en Formule 1. Voilà, bref. C'est un peu long comme outro. Des bisous.